You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 37e épisode de Cold Facts. On est désolé pour l'écart entre le 36 et le 37. C'est normal, c'est Greg qui a changé d'employeur, donc c'est un petit peu plus compliqué de se voir. Mais ça ne nous empêche pas de revenir quand même si c'est un peu vieux presque au niveau de l'actualité. C'est une éternité sur le sacre de Zug qui a battu Genève 3-0 en finale. On va revenir sur la performance zougoise et puis on va un petit peu regarder l'avenir du côté de Genève avec quelques signatures et se poser la question de savoir ce qui va se passer la saison prochaine pour le club genevois. En parlant de signatures, on va aussi revenir un petit peu sur l'actualité de ces derniers temps en National League et en Swiss League, avec plusieurs annonces assez intéressantes, notamment celle de Linus Klassen à Viège. Puis on termine par l'effectif, le roster, les 32 sélectionnés par Patrick Fischer pour le championnat du monde à Riga. On sait que cette liste sera réduite à 28 et non 25, et on va voir qui on éliminerait de cette sélection. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on reprend les bonnes habitudes après une semaine off. Ouais, c'est à cause de ton boulot, ma foi. Voilà, c'est terrible, en une semaine on passe de prochain épisode de Ajoie sacré, tous les 2 jours. Un épisode tous les 2 jours, de la finale à 4 jours après, la finale est terminée. Genève s'est fait balayer par Zug et puis nous on débarque un peu comme la grêle après la vendange. Mais c'est pas grave, on va quand même discuter un peu. Effectivement, on va peut-être pas forcément faire des heures sur cette finale parce que je pense bien que les Genevois ont pas forcément envie d'entendre qu'on rabâche le fait que Zug était vraiment très fort, que Genève s'est fait battre à la régulière, mais on est quand même obligé de saluer ce titre zougois, le 2e de leur histoire, et qui salue finalement une saison remarquable. Et c'est là qu'on se rend compte, avec en plus le Covid. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on peut... C'est quoi, le Larousse ou le Robert qui a dit que maintenant on pouvait dire le Covid? On devait, non ? Voilà, maintenant c'est bon. À cause de ça, c'était encore plus compliqué à mettre en place une vraie équipe programmée pour arriver au mois de X. Alors que normalement, on sait que c'est assez bien goupillé. Tu peux te projeter pour que l'équipe soit à son pic au mois de mars. Là, ça va être un peu plus tard. Et puis, en plus, ils avaient eu une dernière quarantaine qui était intervenue assez tardivement dans la saison. Ah, c'était pas le truc le plus simple pour Zug. Ils ont quand même réussi à le faire de manière remarquable. Oui, et en fait, toute cette saison, moi, j'ai quand même eu une crainte qu'on arrive au terme avec un champion bancal ou quelque chose de bizarre, Zug qui tombe en quarantaine et qui se fait éliminer en quart de finale, puis du coup tu te retrouves avec Rapperswil qui passe ou j'en sais rien, puis Rapperswil qui passe un 2e tour un peu comme le nageur en série aux Jeux Olympiques, puis qui se retrouve en finale, puis tu sais pas comment, et puis voilà, non, on a une saison finalement, il n'y a pas d'astérisque à côté du vainqueur, c'est Zug est champion, Zug a été la meilleure équipe de très 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 loin de la saison régulière. Zug a gagné le titre, c'est complètement logique, c'est complètement mérité, et finalement, tant mieux, ce championnat si particulier a au moins terminé sur une note, on va dire, un peu normale, un retour à la normalité. La meilleure équipe de la saison régulière a gagné, et j'irai même un peu plus loin, l'équipe qui a le plus investi ces dernières années a gagné, et finalement, on en revient à qui paye gagne dans ce championnat. C'est malheureux, hein, et c'est un peu cynique, mais on en est là. Bien sûr, qui paye gagne parce que qui paye depuis quelques années aussi, c'était ça. Le truc, c'est pas forcément que sur la dernière année, parce que franchement, les transferts sur la dernière année, c'est pas ça qui a fait la différence. Qui a fait la différence, et je vois bien aussi ce que tu veux dire. Bien sûr qu'Abdelkader et Shaw ont été très très bons, mais Giannoni et Hoffman, je pense que surtout sur la finale, ont vraiment prouvé que ces 2 transferts, et c'est vrai que là aussi t'aimes bien rappeler que quand on doit dire un gros transfert, arrêtons de chaque fois citer Grégory Hoffman pour les gros salaires et tout, mais là on voit que c'est utile. On s'en fout de savoir combien il gagne finalement. Alors depuis le soir du titre, et quand il y avait environ tout Zug qui était devant la patinoire et même les alentours, je pense qu'il y a 2-3 Lucernois qui sont venus aussi, il y avait tellement de monde, c'était absolument incroyable.
Monsieur Strebel qui aligne les contrats, il se dit ouais, pas de problème. Hein. Gregory Hoffman, il nous a mis 6 buts en play-off. Il a été incroyable. Kovar, il était incroyable. On en reparle de cette accélération de Hoffman sur le 2-1 ou bien? Ouais, pour moi, c'est assez impressionnant parce que c'est un goal. J'ai envie de dire c'est un goal de saison régulière normalement. Tu sais, c'est un peu le highlight parce que c'est tellement difficile d'arriver à faire ça en play-off, qui plus est en finale, où les défenses sont vraiment resserrées à mort. Et ce qui est hallucinant, c'est de se dire, mais t'as combien de vitesses, Greg? T'en as 1, 2, 3? En tout cas, pas une. Le pauvre G. Carrère, là, il y a un train qui lui est passé à côté. Et il sait même pas ramasser le train. Quoi. Le train, il est passé à côté, il a rien vu. Puis derrière, Manzato. Quand t'as Hoffman qui arrive tellement vite sur toi, ça doit être horrible. Que faire? Est-ce que t'as le temps d'esquisser quoi que ce soit? Ben non. Puis il a des mains qui sont tellement, il a des tellement bonnes mains. Il n'a pas juste un gros shoot, Greg Hoffman, c'est beaucoup plus que ça. Et là, on l'a remarqué sur cette action en 4 secondes. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Geoffrey Vauclair sur le plateau des Pécalistes. Il se trouve que j'y étais. On y sera lundi les deux. Donc là, on pourra rediscuter de ça. Mais c'était très drôle. Il a montré qu'il y avait une erreur de Richard qui ne prend pas tout de suite son Gregory Hoffman en train de partir, mais aussi parce qu'il voit que Lecoultre et Carrère sont derrière, en couverture. Carrère à la ligne bleue doit se retourner, il fait son pivot, il n'est pas en pleine accélération alors que Hoffman arrive déjà avec des premiers coups de patin rageurs. Et puis Lecoultre, au lieu de venir fermer et de revenir sur l'intérieur pour essayer de le bloquer, il hésite un peu. Et en fait, c'est une conjonction de 3 gaillards qui se regardent un petit peu trop, mais l'espace de, je sais pas, une demi-seconde. Et en fait, chaque demi-seconde à se dire oui, non, fait que Hoffman se rapproche de plus en plus de son puck. Et après en une demi-seconde, il a déjà marqué, en fait. Non, mais c'était tu clignes des yeux, le puck est au fond, alors que la seconde d'avant, il était encore devant son gardien. Non, c'était incroyable. Je me suis demandé d'ailleurs si ce but-là, parce que pour moi, c'est l'action qui détermine un peu le sort de cette finale, et puis du coup, le sort de ce match et le sort de cette finale. Il marque 16 ou 18 secondes après le 3-1. Ça, c'est le 2-1. Il y avait Kovar qui avait écopé 10 minutes en fin de deuxième période. Il était encore, je crois, sur le banc. Donc, c'était pas un Zug 100%. C'était un Zug sans Kovar. Ça change quand même un petit peu. Et que là, j'ai l'impression que c'est le coup de massue, en fait. C'est l'avion de chasse, mais il te met le... J'ai croisé au match numéro 3 de la finale on va dire un observateur très averti du hockey suisse, dirigeant de club, à la deuxième pause. Donc, on remet dans le contexte. Genève vient d'égaliser. Tu dis, Genève est en vie, Kovar est sur le banc. Tu avais presque l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose. Tout à fait. Cette personne m'a dit, Genève a plus de jambes. Genève va exploser dans le 3e tiers, tu verras, c'est écrit. Je te la quand même, t'es un petit peu sévère. Moi, je crois pas. Il dit, tu verras, ils sont au bout. Ils ne peuvent plus et ils vont exploser. Zug joue constamment à 4 lignes. Zug est beaucoup trop tranquille. Ils peuvent pas perdre ce match. Je l'ai recroisé à la fin. J'ai dit, ok, il y en a un des deux qui connaît bien son truc, quoi. Et finalement, oui, Zug a joué tous les 2 jours et on parlait avant la finale du petit temps de repos supplémentaire de Genève qui pouvait peut-être faire la différence. Quand même, Zug a dû s'employer un petit peu plus contre Rapperswil, un petit peu plus contre Berne. Et au bout du compte, oui, mais tous les soirs, Zug joue moins et tire moins sur ses premières lignes, tire moins sur ses leaders que n'importe qui. Et j'ai mis sur Twitter le soir du match les time on ice de la finale sur les 2 premières rencontres. C'était saisissant de voir qu'il n'y avait quasi aucun Zugois dans le top 15. Quoi. Il y avait juste Diaz, sauf erreur, qui était assez haut, Alatalo. En général, ils sont à 20 minutes, Diaz et Alatalo. Et t'as un Hoffman qui est à 18 minutes. Tu m'étonnes qu'il a les jambes fraîches pour mettre tout le monde dans le vent à la 45e quand il a joué 12-13 minutes jusqu'ici. Forcément, ça aide. Je ne dis pas que c'est ce qui fait toute la différence, mais ça peut aider à faire la différence. Et à la fin, de pouvoir compter sur 4 lignes. Quand tu as 4e ligne, tu as Senteler, tu as Bachhoffner, tu as des joueurs comme ça. C'est difficile de contrer en face. Et lors de son interview d'après-match à la RTS, Daniel Manzato a dit on ne pouvait pas faire plus, on a tout donné. Exact. Et je pense que c'est la meilleure des... Et cette phrase-là, pour moi, elle est symptomatique et elle est totalement sincère parce que là, tu te retrouves avec un joueur qui vient de perdre la finale, qui est en fin de saison, qui parle juste
sincèrement, et c'est pas il faut que je cache un petit peu mes petites faiblesses à l'adversaire. Non, l'adversaire, il va lever la coupe dans 5 minutes. Bah là, il dit on a tout donné. Et bah, ils ont tout donné, puis ils ont perdu 3-0 en faisant des très bons matchs. Ils n'ont Tout pas à été fait. ridicules en Ah, finale, non. Genève. Vraiment, vraiment pas. Et le premier match peut tourner en faveur de Genève. Et là, tu sais pas ce qui se passe. Après, on va pas faire du révisionnisme. Zug a été meilleur et a gagné et a mérité de gagner. Mais Genève a été un contradicteur qui méritait plus qu'un coup de balai 3-0. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi l'adaptation tactique de Dan Tangnes. Parce qu'on a parlé de Berne, on a parlé de cette série gagnée 4-2 par Zug, on a parlé de cette série gagnée 3-1 contre Rapperswil. Et puis on se posait un peu la question, parce qu'on se disait que c'était pas une équipe aussi ultra dominatrice. Alors je sais pas si on estimait que ça devait être 4-0 et 3-0 pour que ça corrobore en fait la saison régulière, puis que ça justifie le fait que c'était un leader avec 119 points en saison régulière, puis qu'en fait il devait rouler sur tout le monde. Non, c'est pas aussi simple que ça. Berne a quand même été... et on pensait bien que Berne allait pouvoir gêner, malgré tout, parce que Berne avait fait une fin de saison qui n'était pas si dégueulasse que ça. Absolument. Et avec des Chervet, avec des Moser, avec des joueurs... des Untersander quand même, on rappelle qu'il est vice-champion du monde. On en parlera après avec l'équipe de Suisse, mais c'est important d'avoir des joueurs qui sont capables, tu sais. Ils ont été champions en 2019, c'était encore le champion en titre. Cette... never underestimate the heart of a champion. Hein, donc, Rudi Tomjanovic, on connaît ses classiques. donc, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion parce qu'ils savent ce que c'est d'aller gagner. Et peut-être que d'avoir eu une période d'un an où il n'y a pas, on sait que c'est très difficile de refaire le titre. C'est pour ça que les doublés, c'est tellement difficile parce que tu dois aller puiser pour aller gagner un truc que tu as déjà gagné. Et normalement, l'équipe qui ne l'a jamais eu, elle a cette envie de se battre à un cran de plus parce qu'elle l'a jamais touché à ce Graal là et Berne l'avait eu, mais il y a eu cette pause d'une année, donc finalement le 2019 c'était presque loin, donc ils avaient de nouveau envie de faire quelque chose. Et Tangnes m'a impressionné, j'ai adoré l'interviewer le match lors du match 2 à la fin, parce que j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre tactique de sa part. Le troisième match est pas mal non plus. D'ailleurs, on en a parlé quand on est parti et tu m'as dit il est génial. Hein. J'ai dit il est génial, Tangnes. Tu m'as dit il est super. À J'adore. l'interview, il est vraiment super. Ouais. Il explique bien. On a discuté un peu de tactique. Je lui dis mais quand on a un coach, on aime bien pointer. Même quand on gagne, on aime bien pointer sur les choses qui se sont mal passées parce qu'il faut bien mettre en avant. Garder les gars sous tension et leur dire bah écoutez, ok, on a gagné, mais faites attention à ça parce que ça, ne sera pas pardonnable. Et il m'a dit non, il y a quand même encore des choses à dire, mais c'est vrai qu'on a fait un match très solide. Moi, ce que j'ai aimé de la part de Tangnes, c'est l'identification d'Henrik Tomernes et de savoir que je veux bloquer Genève en grande partie. Je bloque Henrik Tomernes. Après, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel, tu me diras. Il joue 27 minutes par match, à peu près, en tout cas plus de 25 minutes, donc il est plus souvent sur la glace. Effectivement, il a son casque jaune, on le voit un peu mieux. Mais de peut-être pas faire une focalisation sur Linus Omark, peut-être pas faire une focalisation sur Fer Winnick, sur Rod ou d'autres, mais de dire j'identifie Tomernes, je le bloque, et j'envoie Kovar, parce que je ne peux pas envoyer Sven Leuenberger. Non, je suis obligé d'envoyer un gars qui est sur la glace en même temps. Et Kovar, là aussi on l'avait interviewé le mercredi, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai vu un type qui était complètement pour l'équipe. Le journaliste, c'était un journaliste alémanique qui posait ses questions, qui essayait un peu de dire mais t'es une star, t'es trop fort pour le championnat de Suisse. Exactement, mais va jouer en NHL et tout. Et le gars se laissait pas embarquer dans cette voie-là et restait hyper concentré sur son objectif. Et moi, j'ai vu un joueur qui était au service de l'équipe. Et alors que pour nous, c'était le MVP de la saison. Absolument, ouais. Et de lui dire à un moment, écoute, tu vas peut-être faire pas des basses œuvres, c'est beaucoup dire, mais va mettre un check, jeu de mots, non mais va mettre une mise en échec, va mettre une charge, hésite pas à back-checker et tout, il n'y a pas besoin de lui dire ça en fait, il le fait naturellement et ça a vachement aidé Zug, je trouve aussi. Moi. Ouais, absolument, Yann Kovar a été absolument fantastique durant toute la saison et je pensais pas qu'on invoquerait Rudi Tomjanovic dans un épisode de Colfax. Je félicite ta culture du basket qui fait toujours plaisir et moi il y a un joueur que je voulais mettre en avant. Et Dieu sait si je l'ai trouvé, j'avais presque envie de dire nul au début de saison. Et c'est quand même excessif parce que ça ne va pas. Enfin, il n'était pas nul. Mais moi, chaque fois que je voyais Zug, j'avais l'impression que Tobias Geiser
n'était pas un joueur qui méritait d'être à ce niveau-là. Et je me suis, en préparant cet épisode, je me suis dit, mais t'étais pas un peu sévère en début de saison, parce qu'à la fin, il finit quand même avec 50 matchs, 22 points. Tu te dis, oh, c'est plus de 20 points, c'est solide, quoi. Tu sais, il a ce petit label AHL. Finalement aussi, ou peut-être on en attend énormément, je sais pas. Mais surtout, sur les 20 premiers matchs, il a 2 points. Il a un but, une passe décisive. Derrière, après, c'est 30 matchs, 20 points en fin de saison. Tu te dis, ah ouais, ok. En fait, lui, c'est le MIP, on va dire, le joueur qui a le plus progressé à l'intérieur d'une seule saison, disons. C'est pas par rapport à la saison d'avant. C'est le Tobias Geiser de la fin d'année, finalement. Le cru 2020 de Tobias Geiser, c'était une belle piquette. Par contre, le cru 2021 de Tobias Geiser, c'était clairement autre chose. Et en finale, là aussi, il a amené quelque chose. Il était solide. Quand il a fallu remplacer Alatalo et monter dans l'alignement et prendre un peu plus de place, il n'y a pas eu de souci. Et non, Geiser, j'ai trouvé que c'était une belle découverte, disons, de cette fin de saison de Zug. Et aussi parce que, ouais, justement, j'en attendais beaucoup en début de saison et il m'avait vraiment déçu. À part ça, on peut quand même dire un petit mot de Daniel Manzatto. Je trouve que ce qu'il a réalisé durant ces playoffs, c'est malheureux que ça se termine comme ça par une défaite en finale, mais je trouve que ça c'est un haut fait quand même que Genève soit allé en finale dans ces circonstances, avec Gauthier Desclous qui est sorti en quart de finale, Manzatto qui a repris la place sans que Genève ait à souffrir d'avoir son deuxième gardien qui rentre en jeu. Et quand tu sais que c'est un joueur qui a accepté d'être le deuxième, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans ces épisodes, hein, que c'était le coéquipier exemplaire Daniel Manzatto, je trouve que c'est bien qu'il ait été mis en avant comme ça, qu'il ait participé à cette belle aventure genevoise. Et chapeau d'être rentré comme ça et d'avoir joué à ce niveau-là, parce que si Genève fait de bons matchs en finale, c'est aussi parce qu'ils ont un gardien très 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 solide devant le filet. Tu le dis très justement. Et certains se sont dit, mais s'il y avait Gauthier Desclous, alors avec tout le respect qu'on a pour Gauthier, je pense que ce serait le premier à être d'accord avec nous. On ne peut pas imputer un seul souci à Daniel Manzatto. Le premier match, 1-0. Il dit, si vous arrivez au moins à marquer un but, c'est quand même pour gagner un match, c'est mieux. Donc, j'en encaisse qu'un, ça va. Sur le deuxième 2-1, là aussi, on est encore dans du complètement soutenable. Et puis, le dernier, on va dire que c'est surtout le 3-1 d'Abdelkader qui fait que c'est fini. Il en encaisse que 3 parce qu'après ils sortent le gardien pour essayer de... Après il y a Demernez qui nous fait son coup du préau de cours d'école en balançant sa canne sur le joueur qui va marquer tout seul dans la cage vide. Ouais, ça on a le droit de l'éviter, ça je trouve au passage. Mais juste, je regarde les statistiques de Daniel Manzatto en playoff, c'est 8 matchs, 95,6% d'arrêt, 1,28 buts encaissés par match. Tu perds la finale. 8 matchs, 95,6% d'arrêt. Enfin, il y avait Dominique Hazek devant le filet. Ce qui est terrible, c'est qu'en face, Giannoni a été encore meilleur. Ouais. Et là, tu vois aussi, tu parles du cœur d'un champion, disons, ça va être la thématique de cet épisode. Mais là aussi, Giannoni, c'est un joueur qui a 6 titres. Qui sait gagner les titres. Il en avait gagné 5 avant celui-ci. Et il sait se sublimer au moment où il le faut. Bon, ça casse un peu la théorie. Quand je disais, mais Carey Price, d'avoir un grand gardien, Reto Berra, est-ce qu'on peut pas avoir justement un Manzatto qui fait une super série parce que tout d'un coup, il est en feu, puis qu'il est bien aidé. Est-ce que si les attaquants genevois et si le système genevois avait été un peu plus efficace, finalement, c'est peut-être Manzatto qui aurait levé la coupe dans l'absolu et que c'est pas un joueur qui te coûte aussi cher qu'un Giannoni. Et finalement, est-ce que ça doit pas te pousser certains clubs à se dire est-ce qu'on a vraiment misé à fond sur un premier gardien et puis mettre beaucoup d'argent Il se trouve qu'au final, oui, puisque Giannoni a été exceptionnel. Aussi parce que la défense de Zug, et tu l'as mentionné, ça aide peut-être quand même d'avoir Diaz, Alatalo, Geiser. Je parlais des statistiques de Giannoni, c'est 13 matchs de playoff, 1,78 buts encaissés, 93,6% d'arrêt. Les playoffs d'avant avec Berne, donc 19, quand Berne va au bout aussi, c'est 18 matchs, 1,66 buts encaissés, 94,6% d'arrêt. C'est tellement fort. Et la saison d'avant, 93% d'arrêt. Saison d'avant, 94,9% d'arrêt. Avant, à Davos, 92,7. Avant, 94,3. C'est juste un monstre. Et au moment où tu alignes pas les zéros, parce qu'ils n'ont pas mis des zéros de plus que la concurrence pour engager Giannoni, mais au moment où tu sors le chèque,
tu sais le chéquier et tu sais pourquoi tu vas engager Giannini parce que tu sais que tu as un gardien qui a 93% d'arrêt durant les séries. Et si tu as des attaquants qui sont pas trop manches, bah, tu as une chance de gagner tous les soirs parce que Giannini va te laisser dans le match tous les soirs. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Il y a encore juste, je pense, un aspect qu'on peut aborder, que j'ai beaucoup aimé, c'est... Et j'étais pas vendu à ça à la base, c'est les signatures de Shore et d'Abdelkader. Parce que les gars qui arrivent en cours de saison, des fois, on sait qu'ils viennent des fois pour se maintenir un peu en forme. Tu sais jamais trop l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver. Il faut se fondre dans le moule, il faut s'intégrer à un collectif. Visiblement, Zug intègre bien les joueurs qui viennent. Il y avait eu McLeod au début, qui avait été prêté par Edmonton, puis qui finalement est reparti. Bah, mine de rien, ça crée un petit changement. Il faut qu'il y ait une acclimatation qui doit se faire avec certains joueurs. Il y avait Torel qui était souvent qui a été le joueur qui est resté dans les tribunes en surnuméraire. J'ai oublié l'existence d'Eric Torel. Ouais, mais terrible. a raison parce que en fait, ça devenait tellement évident que c'était Klingberg, Kovar, Abdelkader et Shore que Torel, c'est vraiment s'il y avait un blessé, comme il n'y en a pas eu à peu près, ou un suspendu, voilà. Et Abdelkader, qui est le check sur Tom Ernest est spectaculaire, mais je trouve que là aussi, il marque, on vise le joueur étoile, ou celui, et on fait une charge complètement... licite. Exactement. Il part les patins en l'air, derrière la bande, elle est impressionnante, ça fait les highlights, mais elle marque l'état d'esprit zougois et de dire, voilà, on a pris Abdelkader, il s'est mis au service de l'équipe. Il vient faire une déviation, alors la litanie du là où ça fait mal, mais c'est vrai, en fait. C'est un peu les déviations de Simeone, que tu vas dans le slot. Pendant les playoffs, le goal de Hoffman, c'est une anomalie. Normalement, on ne doit pas avoir trop des goals comme ça. On doit avoir des goals où on pioche, comme le goal d'Hoffman où il s'y reprend à 3 fois. On doit avoir des goals de Simeone et d'Abdelkader avec des petites déviations. On doit avoir le goal de Tom Ernest, un shoot à la bleue, du trafic, et puis finalement ça passe. C'est ça les goals de playoff, normalement. Et pas... et Abdelkader, là, il a amené quelque chose d'assez fou, je trouve, sans faire finalement beaucoup de vagues. Et là, tu t'as donné aussi un nom qui me tient un peu à cœur dans ce podcast tout à l'heure, c'est Carl Klingberg. Et là aussi, Dieu sait si j'aime ce joueur. Il y en a 2-3 dans le championnat. Je sais que c'est un peu des marottes, mais Carl Klingberg, moi, c'est un joueur que chaque fois que je vois Zug, je trouve qu'il fait des choses qui sont justes. Et on rappelle que sur les 11 premiers matchs de championnat, Klingberg, c'est 0 but, 0 passe décisive. Ça, c'est le hockey manager qui parle. Il était descendu à 1 à hockey manager. À 1, Carl Klingberg. C'est incroyable. Il fallait tous le prendre et on l'avait dit que ce serait peut-être pas con de le prendre. Il te joue jusqu'au bout, Carl Klingberg. Puis en play-off, il met 13 matchs, 10 points. Sur la fin de saison régulière, c'est 39 matchs, 39 points. Après ses premiers 11 matchs où il était encore sous les cocotiers, j'imagine. Et qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a un impact partout sur la glace. Il va tout le temps, justement. Alors, tu parlais d'aller là où ça fait mal. Lui, ça lui fait pas peur. Non. Et le lendemain de la victoire de Zug, j'ai écrit à des personnes dans la ligue en disant on m'explique pourquoi Carl Klingberg a toujours pas de contrat pour la saison prochaine. C'est une anomalie. On m'a dit psychologiquement, il faut quand même se le farcir, le bonhomme. Mais oui, il est incroyable, mais tout le monde n'accepterait pas de l'avoir dans le vestiaire. Moi, j'ai absolument zéro antenne du côté de Zug pour avoir un avis sur lui. Chose est-il que Zug, visiblement, là où va le re-signer... Non, là, re-signer, ça a été annoncé, sauf erreur. Je sais plus maintenant. Où va, en tout cas, selon Watson, sauf erreur, va être prolongé. Voilà, t'as un mec d'un mètre 91 qui fait près de 100 kilos, qui est rapide, qui ose aller mettre la tête devant le but s'il faut. Qui dit Kartoffelsalade. Qui braille Kartoffelsalade. On n'a toujours pas compris cette blague, mais on ne doit pas être assez suisse-allemand pour la comprendre, j'imagine. Donc oui, c'est complètement mérité pour lui. Et moi, je suis hyper content, en fait, parce que ce joueur, je l'aime bien. J'aime bien sa tronche, je crois. Ou je sais pas ce qui se passe, mais j'aime bien Carl Klingberg. Donc ça m'a fait assez plaisir. Peut-être aussi que si ça se trouve... Zug mise sur la venue de Jon Klingberg, son frangin à l'avenir, s'il le garde encore un peu sous le coude quand il rentrera de NHL.
Ouais, normalement, c'est assez solide. Hein. Bah, je sais. Je- Mais par contre, alors Zoug, ça tombe bien. Je voulais peut-être en parler après sur les transferts, mais autant en parler maintenant. C'est Christian Juice. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui avais sorti l'info comme quoi, selon tes sources, il allait à Zoug et c'est confirmé. Un joueur, on va dire, format NHL. On n'est pas loin du format NHL. Moi, on me dit qu'il est beaucoup trop fort pour venir jouer en Suisse. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que Zug va avoir une meilleure défense l'année prochaine en perdant Diaz et Alatalo, si ça se trouve. Ouais, alors, parce qu'il y a Geiser qui peuvent perdre aussi, hein, visiblement. Alors ça, c'est autre chose, ouais, je suis Parce d'accord. que forcément que Hershey, là, il n'avait pas non plus envie de faire comme Damien Ria et de jouer d'abord et de partir ensuite. Non, il a décidé de rester, peut-être d'un commun accord avec Washington, sans doute. Je crois qu'il était vraiment prêté. Il faudra voir, parce que vu la fin de saison et ce que les louanges que tu as tressées à Tobias Geiser, ça va être difficile, parce qu'on a Sammy Kreis, on a Juice, déjà pas mal. Il y a Niklas Hansson qui est censé débarquer de Ruglet. Voilà. Et lui aussi, c'est un défenseur qui a un demi-point par match en SHL, qui a une expérience en Amérique du Nord, qui a une expérience un petit peu de hockey international, mais il n'a jamais fait de championnat du monde avec la Suède. Mais lui aussi a l'air assez solide. Mais Juice, c'est un autre niveau. C'est quand même un défenseur qui a vraiment goûté à la NHL. Oui. Et lui, s'il débarque en Suisse, parce que je ne sais pas s'il y a une clause en cas de signature en Amérique du Nord ou pas le concernant. Ça, j'avoue que je ne sais vraiment pas. Ouais, il a fini la saison avec Détroit. Il a 36 matchs, 11 points en NHL. Mine de rien, un tiers de points par match, c'est pas si mal. Pour un défenseur, ouais. Pour un défenseur. Ouais. Donc, ouais, là aussi, bon, on parlait en rigolant de Hockey Manager juste avant. Bah, là aussi, je pense que premier nom sur la feuille, c'est Christian Juice. Ouais, faudra voir, parce que Zug, à part ça, pour la saison prochaine, si Hoffman part, Geiser, on a dit Diaz à la Talo, il y a des bonnes signatures. Herzog, Souris. Il y a des bonnes signatures, mais est-ce que ça compense vraiment ces départs-là? Je sais pas. C'est à voir. Mais je pense que Zug, quand même, sera un petit peu affaibli. Ça va être difficile de... Bah, ce qui est dingue, c'est qu'ils pourront remplacer Gregory Hoffman par un étranger. Ouais. Et donc, ils pourront jouer à 5 étrangers, 2 derrière, 3 devant, dont Kovar, dont Juice, qui sont probables. Enfin, Kovar, ben voilà, on sait, c'est le MVP. Tu peux remplacer Gregory Hoffman par un joueur étranger, et ça peut faire la différence. Parce que tu remplaces Geiser par Sammy Kreis, je suis d'accord, c'est pas le même niveau. Même si Kreis a de l'expérience, donc... Ouais. Non, tout à fait. Puis, bah, t'as Herzog et Souris qui débarquent. Ça va quand même être solide, je me fais pas trop de soucis. Bon, on a parlé de Zug, là. Honneur aux champions, on va quand même un tout petit peu parler de Genève. On va peut-être même se projeter, parce que revenir... j'ai l'impression que le résumé, c'était ce que Daniel Manzatto a dit, et ce que tu as mis en exergue, pour dire, bah voilà, on n'a pas pu plus. On a tout donné. Et qu'ils font un superbe vice-champion. Ils ont clairement mérité ça, ils sont passés très près. Il a manqué quelque chose un petit peu partout. Et puis, si on regarde la saison prochaine, je pense que Genève va annoncer, ou a déjà annoncé des signatures, mais... Alors, il faut savoir, le making-of, on enregistre ça jeudi matin, on le diffuse vendredi à 17h. Donc, entre-temps, c'est censé être annoncé de ce qu'on avait lu dans la tribune de Genève, notamment. Exactement. Il devait annoncer jeudi. Donc, on aura peut-être les détails plus précis de certaines signatures, mais bon, voilà. Mais il y a aussi, alors déjà... rendons à César ce qui appartient à Greg. Enzo Guébet, j'avoue que c'est peut-être pas la signature la plus sexy, mais il partira, hein, je ne mets pas le conditionnel, à Zurich. Je trouve que c'est intelligent de la part de ce joueur, c'est intelligent de la part des Zurich Lions d'avoir identifié ce défenseur-là en se disant qu'il avait le potentiel. Et j'imagine... assez Zurich, un peu à la manière de quand ils ont pris Simic. Je pensais à la même chose. Ouais. D'aller chercher un joueur, puis peut-être de les payer moins cher, mais de leur offrir une possibilité de se développer. Et si c'est pour jouer 6e, peut-être 7e défenseur, peut-être un passage au
Getseka Lions, qui sait? Je pense qu'il commence la saison au Getseka Lions. C'est pas inutile. Hein. Et on pensait ça d'ailleurs de Simic. Moi, je me rappelle quand Simic signe à Zurich, il y a un journaliste zurichois qui m'appelle puis qui me dit ah Simic, t'en penses quoi? Je dis ça va être un bon renfort pour les Getseka, il va se faire plaisir et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose là-bas et se développer. Ah, tu crois qu'il va pas jouer à Zurich? Puis je dis je pense qu'il va être un peu juste et il m'a vraiment donné tort parce que alors certes il a eu une fin de saison, une fin de passage à Zurich compliqué parce qu'il avait signé à Davos et il s'est retrouvé un peu en tribune. Ouais. Mais c'était un vrai renfort pour Zurich. À un moment, il avait son tir, il venait en 13e attaquant plus sur le power play, il avait vraiment un rôle. Et je peux imaginer qu'un Enzo Guébé, s'il se développe bien du côté des Getseka Lions, peut trouver aussi une place dans l'alignement de Zurich. Et quand on t'offre la possibilité de te développer à Getse, mais de croire en toi pour peut-être progresser jusqu'à la première équipe des CLSC Lions, bon, bah, tu prends. Hein. Complètement. Non, c'est un peu... Ça me fait penser, tiens, il y avait Moran, joueur que tu mets... Alors Moran a évidemment énormément d'expérience, donc mais c'est pas forcément la meilleure des comparaisons, mais de prendre un joueur puis de le mettre dans un rôle défini et d'avoir identifié que ce joueur-là, plutôt que... Et pourtant, ils ont des joueurs, on pense notamment à Noah Meyer, qui a un petit peu joué. C'est pas à Zurich qu'il y a un problème de formation. Je crois qu'on est tous d'accord. Non. Pour dire que normalement, des gars, ils peuvent en sortir. Et puis en plus, ils ont une véritable filière avec les Getseka. Donc s'ils peuvent identifier un joueur, lui, il pourrait monter d'un cran, en tout cas au camp de préparation. On verra ce que ça donne. Il y a le cas Tim Bernie, Columbus. Effectivement, normalement, Tim Bernie va quand même aller tenter sa chance, ne serait-ce qu'en AHL. Donc il y aura une place à combler. C'est pas bête de la part d'un Guébet de se dire mais j'ai quand même des possibilités de jouer. Absolument, on est complètement d'accord avec toi. Et moi, je ne serais pas surpris que cette signature ait été faite genre en février ou en janvier dernier, avant la fin de saison, parce qu'on se rappelle que Guébet avait été envoyé au Ticino Rockets à un moment. Et avec les blessures de... Smons. Smons dans un dernier temps, mais de Mercier et Maurer surtout, il avait trouvé une niche. Alors c'était 4, 5, 6 minutes par match, mais il les jouait ces minutes et il était solide. Il a joué en play-off beaucoup et je pense que s'il était sur le marché aujourd'hui, il aurait peut-être on va dire une autre offre, plusieurs offres sur la table, ce qu'il n'avait peut-être pas à l'époque, ou j'en sais rien. D'ailleurs, ouais. je spécule vraiment. Mais maintenant, bah voilà, c'est une bonne signature pour Zurich. C'est aussi là que tu vois les clubs qui font un scouting intelligent et intéressant, d'identifier un potentiel chez un joueur en se disant ok, lui, peut-être qu'il a pas un rôle actuellement, mais si on le lui donne, peut-être qu'il va progresser. Et chez nous, on va lui donner les moyens de progresser. Bah, ça me semble être un bon coup. Et je me demande si Genève aurait eu envie de le conserver en même temps. Et on y reviendra juste après. Mais quand tu as Le Coultre qui a que 21 ans, c'est l'autre jour, en écrivant un tweet à ce sujet, je voulais mentionner tous les jeunes. Et là, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a répondu mais je crois que Guébet va partir. Puis là, je me suis renseigné, puis j'ai dit ah bah effectivement, il avait raison. Mais j'avais mentionné Guébet parmi les jeunes. Ouais. Puis tu vois, Le Coultre, 21 ans. Tu dis non, enfin moi j'ai l'impression que comme il joue, son rôle, son statut presque de pas de routinier évidemment, mais de cadre maintenant. Hein. Mais de cadre d'une équipe qui joue la finale et de membre du top 2, du top 4 défensif. Il joue le power play à tour de rôle avec Carrère sur cette saison et tout. T'oublies qu'il a 21 ans, mais c'est toujours le cas. Et Smons c'est jeune, il y a Sieyes, on va voir comment on va le prononcer. J'ai encore pas fait mes devoirs pour savoir comment on doit le prononcer. Lui aussi qui est jeune. Je comprends aussi qu'à un moment, et on y reviendra encore après dans les signatures, mais je comprends que Gauchi se dise je suis pas entraîneur des moins de 23. Quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi j'ai pas 8 places pour les jeunes défenseurs dans mon alignement, donc bah, il faut faire des choix. Ils en ont fait un là. Tu parles des signatures, on va revenir là-dessus. Et la première, ce serait Giancarlo Chanton. C'est toi aussi qui l'a... Je sais pas comment on va le dire. Parce que Chanton... Beaucoup trop de jeux de mots, ça va pas déjà. C'est une horreur. J'ai la tête qui est en train d'exploser. Puis en plus, le type, c'est un alémanique, donc il doit rien comprendre. Il doit se dire, attends, je vais lire 32 jeux de mots en arrivant. Ok, tant mieux, il les comprendra peut-être pas. Donc, un gars qui a fait de la OHL, hein, si exactement, je dis pas de à Niagara. C'est quoi les chiens de glace de Niagara, Ice Dogs, je crois, sauf erreur. Lui a signé pour 3 ans. Le communiqué est parti. Je me suis renseigné entre-temps, entre l'enregistrement et le communiqué. Merci pour la confiance aux gens qui m'ont transmis des informations sous couvert de l'embargo, vu qu'on publie cet épisode le vendredi 17h, c'est sorti partout. Donc Chanton, 3 ans au Chanton, 3 ans Poulet Antignetti, 2 ans.
C'est ça les 3 signatures de Genève. Donc moi j'avais annoncé ça justement. Il n'y a pas des prolongations non plus? Ça a déjà été. Bon, il y en a certaines qui avaient déjà été. Parce que je te pose la question à cause de Carrère, mais qui a encore un contrat, mais il a été tellement bon que je pense que toute la Suisse est déjà en train de se dire, parce que je crois que c'est jusqu'en 2023, si je dis pas de bêtises avec Carrère, mais le Coultre c'est jusqu'en 2022. Ouais. Il a signé 3 ans, ça fait sa 2e année, donc on connaît hein, le championnat de Suisse. On sait déjà qu'il faut s'intéresser maintenant aux gars qui sont presque en 2023 déjà, même 2022, on a l'impression que c'est tard. Ouais, le marché étant ce qu'il est, c'est vrai que Genève va se faire, pas piller, évidemment non, mais les joueurs vont susciter de l'intérêt. Et c'est pour ça que la fenêtre genevoise, elle était peut-être grande ouverte maintenant pour justement avoir des joueurs de complément. Et on parlait de Simon Lecoultre, qui est un de tes défenseurs du top 4, mais qui est sur son premier contrat depuis son arrivée en Suisse. Oui. Donc, je dis pas qu'il était payé 3 cacahuètes et demi, mais c'est pas le contrat qu'il va signer à l'avenir. Donc, c'est ces pièces-là qui te permettent justement de mettre de l'argent ailleurs dans d'autres joueurs, de potentiellement faire le transfert pour Joël Vermine en te disant, ok, vu que nos défenseurs Carrère Lecoultre sont encore à des contrats corrects, on peut investir un peu plus sur d'autres joueurs. Et que tu gardes Vermine pendant un moment, et après, quand il faut re-signer Carrère Lecoultre, tu ne peux en signer qu'un des deux, parce que tu estimes que tu vas prendre un jeune pour combler, ou tu espères un développement d'un de tes joueurs. C'est ça qui est assez intéressant. Lecoultre, finalement, en réfléchissant 3 secondes, je le compare un petit peu, à ce qu'on a vu avec Dominique Egli. 2 bonnes saisons, ils ne se sont pas développés pareil parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes rôles. Peut-être que Lecoultre à Rapperswil aurait eu plus de glace, etc. Mais on a 2 jeunes qui sont en train de monter. On verra, il y en a un qui a été retenu par Patrick Fischer, on en parlera après. L'autre, pas encore. Mais je n'ai pas de crainte quant à un potentiel appel de Simon Lecoultre dans quelques années avec l'équipe de Suisse. Oui, complètement d'accord avec toi. Mais c'est intéressant de voir la progression de Simon Lecoultre en 2 ans. Je me rappelle avoir comparé les carrières en Ligue junior canadienne de Simon Lecoultre et de David Ebicher qui avaient la même courbe de progression là-bas et que j'avais dit, si la logique est respectée, on peut s'attendre à ce que Ebicher puisse suivre les traces de Simon Lecoultre. Et c'est là que tu vois qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi une opportunité et que tout ce qui vient d'Amérique du Nord n'est pas d'or non plus. Donc ça a été le cas pour Ebicher, ça s'est moins bien passé, mais Lecoultre a été mis en condition pour performer et a aussi performé lui. Pas se mettre en condition, c'est une bonne chose, mais c'est bien joli, mais il faut aussi après livrer sur la glace. Et voilà, c'est intéressant de voir que la bête comparaison statistique, là, elle était erronée parce que elle était erronée. En tout cas, elle ne s'est pas concrétisée sur la glace pour la première saison d'Ebicher à Fribourg. Ça va quand même être intéressant de le voir à Rapperswil sur cette 2e saison. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans les news de la Ligue. Mm-hmm. Et tu as mentionné Antonietti et Pouliot, 2 ans. Ils ont signé l'espoir d'avoir Pouliot le Suisse pour 2 ans. Ah ouais. En fait, c'est ça. Bien a eu pendant 5 ans... Pouliot le Canadien. Pouliot et l'espoir d'avoir Pouliot le Suisse pendant 5 ans à la louche. Maintenant, c'est Genève qui aura pendant 2 ans l'espoir d'avoir Marc-Antoine Pouliot comme joueur suisse. C'est beau, hein, Ah ouais, mais alors s'il devient suisse, ça veut dire que Genève pourra engager un étranger supplémentaire. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Bien nous l'a dit aussi pendant toutes ces années. Donc oui, c'est vrai. S'il devient suisse, on verra. D'ailleurs, il signe souvent des contrats d'1 an ces dernières années. Et puis là, 2 ans. Donc, tu as l'impression que est-ce que l'effort financier est fait parce qu'il ne va pas en rajeunissant. L'effort financier dans le sens 2 ans de contrat, c'est une sorte de sécurité pour Marc-Antoine Pouliot. Je pense aussi que ça a dû jouer un rôle. Et j'ai dit 5 ans, ça fait 4 ans et demi. Il est parti, il a joué 4 saisons complètes, plus une demi-saison après le patin gate de la saison 2016-2017. À Fribourg. Pouliot, c'est quand même 43 matchs, 32 points, une quinzaine de buts. Il a tout le temps plus de 10 buts en saison. Il va très, très probablement, enfin, plus que probablement, il remplace Eric Fer, qui est en fin de carrière, du côté de Genève. Donc, dans ton rôle de, on va dire, centre numéro 3, avec Winnick, Richard, Pouliot et Berton comme ligne de centre,
tu peux déjà gentiment voir l'avenir et si avec optimisme, on va dire. Et si en plus il devient suisse, et là tu peux peut-être engager un étranger supplémentaire. Bah voilà, on y vient à cet espoir-là. Mais peut-être que ça va arriver cette saison, j'en sais rien si les services de naturalisation vont enfin se réveiller ou si à Genève c'est plus facile qu'à Berne. Honnêtement, En général, à Genève, c'est rarement plus facile qu'ailleurs. il me semble aussi, tu as raison, que dès qu'il faut. Il va être il est engageable dès demain. Enfin, si la demande arrive à temps, et puis c'est toujours un bordel. Mais j'avoue que je me suis pas renseigné sur le cas Pouliot. Qu'est-ce qui coince? On m'a dit que c'était une question de papier à Fribourg, qu'il y avait des années, qui n'avaient pas été comptées. Je sais honnêtement pas. Je crois que j'avais même pas envie de perdre de l'énergie parce que finalement, on n'en sait rien trop. Mais toujours est-il que sur la glace, et considérons-le comme un étranger, parce que c'est ce qui sera le cas au début septembre. D'ailleurs, c'est quoi, 7 septembre? J'ai appris la reprise. C'est tôt, hein? Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, ouais. Et comme centre numéro 3, il va remplacer Fer. Fer a fait une très belle saison. Fer a fait des playoffs qui m'ont un peu plus déçu. Mais à 35 ans, il a encore probablement une ou deux belles années devant lui, Marc-Antoine Pouliot. Une ou deux, il a signé 2. Très bien. Et puis Antonietti en 4e bloc. Je pense qu'avec Berton, ça va être une ligne qui va être chiante à jouer. Alors, exactement. Je pense que c'est un petit peu aussi ce qui pouvait manquer à cette équipe de Genève. C'est cette profondeur sur la 4e ligne. C'est ces joueurs, on va dire, de devoir ou de rôle, ou tu peux les appeler comme tu veux. Mais alors, on s'est quand même retrouvé avec un Genève Servette qui a joué avec Patry, Arnaud Montandon sur une 4e ligne, un match de finale. Puis tu dis, Arnaud Montandon, c'est quand même un peu light pour jouer de nombreuses minutes à ce niveau-là de la compétition. Oui. Tu sais qu'un Antonietti, même s'il a été très peu utilisé du côté de Lausanne, et à mon avis un peu sous-utilisé justement par rapport à ce qu'il peut t'apporter sur la glace, sur des 7, 8, 9, 10 minutes, dont 2 de box-play, où lui, il a une particularité, c'est qu'il encaisse quasi jamais en box-play, ce joueur, c'est dingue. C'est pas que lui, hein, mais il est précieux dans ce rôle-là, on va dire, d'emmerdeur. Mm-hmm. Et Berton l'est tout autant, et je me dis que si tu as une 4e ligne qui apporte un petit quelque chose, ça ne va faire que bonifier les 3 premières lignes. On parlait avant de la fatigue physique genevoise sur la fin de saison, a fortiori sur les matchs de finale contre Zug, où Zug a pu jouer à 4 lignes. Alors certes, la ligne Senteler, Bachhoffner, Leyenberger, c'est pas elle qui faisait la différence, ils marquaient pas but sur but, mais par contre, ils étaient capables de prendre les 10 minutes qui font que Hoffmann va jouer que 18 minutes par match. Et ça va faire la différence. Et je pense que ça, c'est une signature qui va être très intéressante. On en profite pour faire un petit peu d'actualité, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées ces derniers jours, des signatures qu'on a apprises, certaines qui nous ont pas surpris. Si je dis Alatalo, Guerra et Turcauf à Lugano, quoique, j'allais te dire Alatalo, Guerra, on savait, Turcauf, j'ai été surpris. Ouais, pareil. 4 ans pour Alatalo, 3 ans et 3 ans pour Guerra Turcauf. 4 ans Alatalo, on sent que c'est le contrat, le contrat solide, là, c'est le gros contrat. Je pense qu'ils ont dû mettre le paquet. Je me réjouis de voir ce que ça va donner avec Chris Maxurley, mais alors s'il y a bien un joueur où je me dis il va se fondre dans n'importe quel système, il va être fiable défensivement, il peut amener offensivement, c'est bien Santeri Alatalo. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors... Ouais, Alatalo, il fait de bons playoffs, il fait une belle saison, il fait jamais vraiment de bruit, ce joueur. Et d'ailleurs, la seule fois où il a fait un peu de bruit, c'est cette charge sur Temernes qui lui a valu 2 matchs de suspension. D'ailleurs, il ratera le match du 7 septembre de Lugano, c'est terrible. Ouais. Mais à part ça, ouais, c'est une belle signature. Finalement, il remplace pas forcément qualitativement, mais il remplace Tim Heed. Oui. Et du coup, ça permet de pouvoir jouer avec 4 attaquants étrangers si tu remplaces Tim Heed par Santeri Alatalo. Ou pas, si tu veux engager un défenseur étranger supplémentaire. Ça, j'en sais rien ce qui est prévu du côté de Lugano actuellement. Parce que Turcauf, il m'avait pas impressionné. Non. Sur son passage à Zug avant de se blesser. Il était prêté par Columbus. Il fait 22 matchs, 5 points. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui est toujours en progression, on va dire. C'est ça. 23 ans, il a pas mal joué en Amérique du Nord, il a eu des responsabilités lors du mondial M20, il était capitaine de l'équipe de Suisse en 2016. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives chez ce joueur.
toujours est-il que je suis un peu déçu qu'il abandonne déjà. Tu me diras déjà, il est parti il y a de nombreuses années en WHL, il n'a jamais rejoué en Suisse. Et là, tu sens qu'il y a un peu l'horloge, pas l'horloge biologique, mais il y a l'horloge dans un coin de sa tête qui lui dit, écoute, là, tu as 23 ans. Oui, peut-être qu'il y a moyen de faire son trou en Amérique du Nord. Mais là, il y a Lugano qui offre peu importe combien de centaines de milliers de francs à l'année, Mais un bon contrat. Mais un joli contrat qui te permettra de te mettre, d'acheter ton premier appartement assez rapidement et puis d'être à l'abri un bout. Ouais, c'est compliqué de. Alors sûrement qu'il va nous dire, hein, il va revenir, mais il va retenter sa chance. On connaît le discours habituel. Mais pour le coup, vu que ça fait 5-6 ans passés aux États-Unis et au Canada, je pense qu'ils vont se souvenir de lui. Donc, sur les trucs d'expansion, c'est possible. Tout d'un coup, tu as besoin d'un bonhomme assez habile sur une 4e ligne, mais voilà, on ne sait jamais. En tout cas, on a vu Pius Suter qui était allé, qui avait fait les juniors. On a vu des exemples de joueurs qui sont allés, quand ils étaient jeunes, qui ont pu retraverser après. Ça existe. C'est pas garanti. Ouais, alors l'exemple Pius Suter, moi je le trouve quand même sacrément différent de celui de Calvin Turkov, parce que Pius Suter, il fait ses 2 saisons de OHL et il revient en Suisse en tant que joueur. Finalement, c'est un peu comme Simon Lecoultre en un sens. Il joue sa ligue canadienne, puis après, junior canadienne, puis après il revient. Lui, il a quand même tenté de faire son trou en AHL. Il a une saison complète à Cleveland, après il en a une deuxième, après il va à Columbus jouer 3 matchs, il est renvoyé à Cleveland. Il a déjà été trimballé d'une ligue à l'autre, puis il s'est dit, ouais, bon, mais est-ce que vraiment je vais y arriver ? Donc il abandonne. Suter, il n'a jamais abandonné. Il a poursuivi sa formation et sa progression en Suisse. Je ne les comparerai pas à ce niveau-là, mais en tout cas, Calvin Turkov en Suisse, je pense qu'il va de toute façon encore progresser. Et à 23 ans, il a encore une belle marge. Donc c'est une jolie signature, je suis d'accord. Et bon, Chris Maxorley, ça a été annoncé entre-temps aussi, vu qu'au dernier épisode, c'était encore une rumeur plus que forte. Et puis, Lamer à Rapperswil. Lamer, mine de rien, Albrecht, Lamer, on commence à avoir des joueurs qui ont un certain pédigré. C'est pas forcément des rejects, comme on aimait bien dire avec Rapperswil, en disant qu'ils avaient réussi à prendre les gars qui avaient besoin d'une seconde chance. Là, Lamer, c'est un joueur établi, c'est un vétéran. Ça amène quelque chose de positif. Il faudra voir avec Edlund comme coach ce que ça va donner, puisque ça permet aussi de dire que Tomlinson a signé à Cloton. J'aime bien cette signature de Tomlinson à Cloton. Il veut nous monter tous les clubs de Ligue B en National League, celui-ci, quoi. Après, il part. Après, il dit, bon, qui veut monter ? Holton, Sierre, Viège. OK, j'arrive, je vous fais monter. Non, mais c'est assez fou de voir. Il aura des moyens aussi. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs. On a cru comprendre avec cette épopée Rapperswil que les joueurs jouaient pour lui. Donc, un être humain pour qui on veut se défoncer, c'est possible que certains joueurs se disent « Moi, je vais peut-être accepter un peu moins pour aller jouer pour Tomlinson. Pourquoi pas monter avec Cloton ?» Ça aussi, pour des clubs comme Ajoie ou Langnau, la montée de Cloton et l'établissement... Parce que c'était un peu ça qu'on avait envie de... dans le sens de la Ligue nationale, on a l'impression quand même que le coup du groupe géographique de placer Ajoie dans le groupe en disant ouais, ça fait caquer de devoir changer. On avait pensé que c'était un alémanique. Allez hop, on va pas refaire les groupes géographiques. D'ailleurs, tu avais très justement dit sur Twitter aussi, plutôt que de commencer à faire des points cardinaux, de mettre ABC. Oui. Puis ça va aller, parce que sinon, ça devient débile. Lugano, Ajoie. Ouais, bon, vous êtes gentils, les gars, quoi. Donc, Tomlinson à Cloton, très bonne signature. On a Schwery qui part à Langnau. Voilà. Petit appel à la personne qui met les valeurs à Hockey Manager, mettez-le pas trop parce qu'il n'y a que moi qui vais le prendre. Donc je peux fixer le prix de Kai Schwery directement, histoire que ce serait plus simple. On a aussi, au-delà des signatures, c'est vrai que je repense aussi à vu Grenier à Langnau. À Langnau. Est-ce qu'il n'y a pas Olofsson aussi à Langnau ? Mais il y a une signature qui nous a un peu fait écarquiller les yeux, c'est Klassen à Viège. Klassen, il sort quand même de plus de 40 points en SHL. Il est 9e meilleur compteur de SHL. On replace un peu. Il est de 1986, alors qu'il a 35 ans. Il s'est fait bouter hors de Lugano aussi, dans le sens, ils n'ont pas prolongé son contrat. Par contre, sa famille a prolongé le contrat en restant au Tessin. Et lui, il allait faire son hockey en Suède. Puis là, maintenant, il a envie de retrouver sa famille.
Donc il se Il rapproche. connaît la géographie suisse. Mais celui-ci. c'était aussi la question, parce qu'il Parce connaît s'il se dit Viège et Lugano, c'est pas loin. Hein. Ouais, sur ouais. la carte, ouais, À c'est vol- vrai, à vol d'oiseau. À ouais. vol d'oiseau, c'est C'était pas un pas oiseau. loin, mais ça va être. Enfin, ouais, je me dis que l'hiver, le Cento Valley, ou je sais pas par où il va passer, ça. À part le Simplon, et puis après, tu dois te taper pour aller à Lugano. On va dire, tu passes au bord du lac Major et tout. Donc, ça fait quand même une jolie trotte. Donc, ouais, je sais pas, il risque d'être un peu surpris les premières fois. Mais par contre, alors sur la glace, ben ouais, comme tu dis, il a 50 matchs, 42 points à l'Uléo cette saison. Et en Suisse, ben, il a laissé une impression qui était quand même pas dégueulasse. Hein. Il a 265 matchs, 251 points. Il s'appelle Linus déjà, donc il te plaît. On peut dire ça, ouais. Mais ouais, j'arrive pas à expliquer, à m'expliquer cette signature de Linus Klassen à Viège. Autre que parce que Lonza a fait une jolie année et puis il fallait investir un peu d'argent, on sait rien. Avec Moderna, on a bien gagné. Voilà. On a de l'argent, il faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on défiscalise. Bon, on prend Linus Klassen. Il y avait eu la blague de Klaus Zaug quand Denis Malgin a signé à Lausanne le Bundesstürmer, l'attaquant payé par la Confédération. Je ne sais pas si c'est le Impfstürmer du côté de Viège. L'attaquant vaccin. Exactement. Je ne sais pas, mais à Lugano, il était quand même considéré comme un soliste sur la glace. Quand il va jouer avec des joueurs, sans faire injure à quiconque du côté de Viège, mais ça va être compliqué de suivre. C'est Kasparov qui a 3 coups d'avance sur toi. Si toi, t'en es toujours à te dire j'apprends les règles, comment on bouge mon pion, peut-être qu'il va s'embêter, Linus Klassen. Et je pourrais m'imaginer qu'il s'embête. Et ça, c'est le seul point où je me dis ça peut ne pas marcher. C'est. Si il rage, quoi, il se dit non mais attendez, je fais quoi ici, je me rendais pas compte en fait que la deuxième division suisse c'est ça. Mais sinon c'est un transfert incroyable, il peut finir la saison à 80 points. Ouais, 2 points par match sans aucun problème. Voire plus effectivement, et être à 2 points par match. Ça va être une attraction pour la Swiss League. Et ouais, quand même, je me réjouis quand même de voir. Et c'est pas impossible que j'aille voir un match de Viège juste pour voir Klassen. Et on se dit, avec Tomlinson, mais peut-être que justement Cloton, voyant ça, et que il se dit, ouais, mais Lugano-Zurich, même si techniquement, avec le train, c'est pas beaucoup plus loin que ce qu'on disait avec Viège, là. Peut-être que simplement Cloton s'est dit, non, mais nous, ce qu'il nous faut pour monter, c'est pas cet étranger-là. Mais je me dis quand même que pour une finale de Ligue B, puisqu'il n'y aura pas de barrage promotion-relégation, Linus Klassen, mine de rien, même s'il va peut-être pas autant back-checker que ce qu'on aimerait, admettons, ça peut quand même être joli. Et je me demande, franchement, Viège, suivant ce qu'ils amènent, s'il est tout seul, ça sera l'attraction, comme tu dis. S'ils arrivent à encadrer puis faire un casting pas dégueu autour de lui, est-ce que Viège, en se disant... Il suffit d'être champion de Ligue B, en gros, pour avoir le droit. Il y a une fenêtre. Hein. La fenêtre, elle est quand même méchamment ouverte. Est-ce que Cloton se prendrait 2 fois les pieds dans le tapis? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont mis des chances de leur côté. Ouais, complètement. Ils ont engagé Philippe Ostrom, le défenseur. Lui aussi, c'est quand même une valeur sûre de Swiss League. Il a fait plusieurs saisons à Chaux-de-Fonds, il vient de Langenthal, il fait ses 10-15 points par saison comme défenseur. Derrière, tu as un Valentin Pilet qui a fait une belle progression, qui est un gros bonhomme, qui est très solide. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer en haut? Pas mal de clubs se sont posé la question et s'en sont arrivés à la conclusion que non. Mais en bas, il est très bien. Tu as Chirayev, tu as Klassen, tu as Mackay Holdener aussi qui fait une belle première saison à Viège. Ouais, c'est des joueurs qui ont quand même goûté au mouvement junior, des fois un petit peu à la National League, ou qui sont des très bons joueurs de Swiss League. Non, je trouve que là, à la lecture du contingent et des signatures, c'est pas dégoûtant. Hein. Non, vraiment pas. Et ouais, je me réjouis de voir comment ça va évoluer. Mais là, oui, c'est un peu une course à l'armement entre Cloton et Viège. Ça va être intéressant de suivre le championnat de Swiss League, malgré l'absence d'Ajoie, qui était finalement un peu notre lien avec la Swiss League ces dernières années, parce que c'était le club qui allait systématiquement le plus loin et qui générait l'intérêt autour de ce championnat. On finit cet épisode avec un petit passage par l'équipe de Suisse quand même, parce que je t'avoue que dès qu'on parle de l'équipe de Suisse, ça me fait pas un petit pincement au cœur, mais ça me rappelle 2018
quand on a commencé, puis qu'on était dans cet appartement à Copenhague, à se dire, ouh là là, on a dépassé les 15 minutes, il faut absolument qu'on boucle parce que c'est trop long. Puis là, on en est à des 1 heure sans sourciller. La sélection, les 32, et on rappelle, parce que c'est important, c'est pas 25, c'est la liste des 28, pour le coup. À cause du Covid, ils ont élargi, c'est un petit peu la même chose que pour le foot, si je dis pas de bêtises, c'est 26 au lieu de 23, pour pouvoir avoir un peu plus de, je sais pas, de chair à canon, mais de joueurs à disposition. Je suis pas sûr que ça change grand-chose s'il y a pas de soucis physiques. On a un peu l'habitude que les gars tournent des fois même avec 10, qu'est-ce qu'on va dire, 20 joueurs pour pas les inscrire et comme ça avoir le droit d'inscrire des renforts. On avait vu justement à Copenhague avec Josi Fiala qui était arrivé et certains joueurs, il y avait eu Dave Souter, il y avait eu Sigenthaler, il y avait eu Baptiste Berger, des joueurs qui avaient quasi pas joué en fait pour laisser la place au cas où. Là, je ne sais pas comment ça va se passer, effectivement. Est-ce qu'il y aura aussi des joueurs au cas où? Parce que malgré tout, les playoffs de la NHL vont commencer dans pas si longtemps. Ouais. Moi, on ne sait jamais. Là, j'ai l'impression que certains disent que non, c'est impossible qu'ils viennent. Est-ce que si un Josi est disponible, il ne viendrait pas pour les quarts de finale? Je ne parierais pas mon hypothèque en disant non, c'est sûr que non. Ouais, Donc, les gardiens, Berragenoni, Flair, je crois qu'on n'a pas besoin d'en discuter. On a 12 défenseurs et on a 17 attaquants. Avant de préparer cette émission, on a un peu regardé qui est-ce qu'on garderait pas, en fait, qui est-ce qu'on ne garderait pas dans cette sélection. Toi, tu as presque fait une liste pas de 28, hein, mais tu en enlevais 7, c'est juste, de joueurs de champ. Oui. Ce qui faisait que ça fait, sur 32, ça serait une liste de 25. Exactement, en gardant 3 places pour les Niederreiter et compagnie, ou pas, ou en laissant des joueurs de piquet, en les prenant, mais en les laissant de piquet. Alors, ma foi, ça va être un peu l'Italie de non, mais Alatalo. On les fait pas tous, ou bien? Bah, il faut quand même le faire. Oh là là. Alatalo Diaz, on en a parlé avant avec Zug. Egli, Fora, Frick, Geiser, Eldner, Leffel, Yanis Moser, Mirko Müller, Sigenthaler et Hunter Sander. Ça en fait 12. 6 droitiers, 6 gauchers. Tu enlèves qui? Pour moi, Eldner est le premier que j'enlève. Mm-hmm. Egli est le second que j'enlève. Et j'hésite entre Geiser et Leffel. Et Geiser est le troisième que j'enlève. Ouais, c'est drôle parce que j'étais pas loin. Je me suis posé la question pour Sigenthaler parce que c'est un joueur de NHL, mais justement, des fois, on avait vu avec Lucas Biza, quand tu es habitué sur les petites glaces, tout d'un coup, tu dois jouer sur une grande glace. Est-ce que Sigenthaler a vraiment montré, est-ce qu'il est vraiment meilleur que des joueurs qu'on a vus en National League? Je suis incapable de répondre. Mm-hmm. Mais je lui donne peut-être une faveur d'avoir joué contre une meilleure opposition. C'est peut-être ça qui fait que... Je suis assez d'accord avec toi. Roman Leffel m'a un petit peu déçu cette année. Je m'attendais à un peu plus d'offensive de sa part. Tu gardes Hunter Sander, qui a pas fait une grande saison au début. Mais c'est la prime au médaillé. C'est moi, ça. Hunter Sander. On rappelle 2018. Hein. Voilà, et Romain Leffel est droitier. Et je pense que c'est jamais perdu d'avoir un droitier à la ligne bleue. Et il a de l'expérience. Au passage, je n'ai pas compris que Gennady soit pas appelé. Ouais, pareil. Il n'a pas été appelé. Et j'aurais attendu. Je m'attendais à ce qu'il soit dans la liste. Au passage. Tout à fait. Et peut-être à la place d'un Fabien Eldner, par exemple. Mais il faut aussi voir la taille des joueurs. C'est vrai, Santeria Alatalo, je me réjouis de le voir parce que je pense que... Alors lui, c'est la petite carte, le petit joker qui fait plaisir. C'est toi aussi qui avait dit, vous verrez, Santeria Alatalo va pouvoir jouer pour la Suisse. C'est le cas maintenant. On rappelle qu'il est d'origine finlandaise, bien évidemment. C'est un joueur d'1m80, 80 kilos. C'est pas un gros gabarit. Par contre, il peut être assez mobile. Parce que le niveau international, lui qui n'a jamais joué au niveau international, il faut aussi se dire ça. Hein, c'est tellement difficile. Et la prime à ceux qui ont été en 2018 et en 2019 et ceux de 2018 qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait 10 matchs, c'est tellement précieux. Mm-hmm. C'est qu'ils savent tellement ce que c'est que d'aller jusqu'au bout d'un truc. Je te dirais même que 2019, on a suivi, on était à 0,5 secondes d'avoir une demi-finale et que la Suisse sorte le Canada à Kojitse.
Donc, cette équipe de 2019, elle était très très forte aussi. Donc, moi, je garde ces joueurs-là pour cette équipe-là. En attaque, alors 17 noms, ça va faire beaucoup. Ambul Andrighetto, Bertaggia, Christophe Berchi, Enzo Corvi, Fabrice Herzog, Nico Hischier, Greg Hoffman. C'est drôle parce qu'un temps, on s'est demandé si est-ce qu'il va peut-être aller à Columbus et tout. Je ne comprenais pas trop, étant donné que Columbus finissait sa saison le week-end dernier. Philippe Kourachev, Timo Meyer, Kylian Motet, Vincent Praplan, Noah Rod, Tristan Chervet, Dario Simeone, Joël Vermine et Samuel Valzer. Tu en enlèves 4 de cette liste. Hein, Ouais, j'en enlèverai 4. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais je pense que Herzog, je le vois pas faire l'équipe. Bertaggia, je le vois pas faire l'équipe. Mais après, toi, t'aimes bien rappeler qu'il était présent à Bratislava comme quoi? Comme joueur de piquet, ou bien il avait joué un petit peu? Non, il avait joué un petit peu. Il avait joué un petit peu, mais... Après, l'arrivée de Dario Simeone, pour moi, pousse Kylian Motet. C'était même pas l'arrivée de Gregory Hoffman qui poussait Kylian Motet? Non, parce qu'Hoffman, je savais qu'il serait là, en fait. Ouais. Hoffman, c'est une évidence, sa place. Simeone, ça l'est devenu, finalement, en cours de saison. Et Valzer, c'est une question, parce c'est un bon centre défensif, mais au centre, tu as Hischier en 1, tu as Corvi en 2. Kourachev en 3. Tu as Kourachev en 3. Puis après, tu as des joueurs qui sont polyvalents. Tu as Ambul qui peut jouer centre, tu as Andrighetto qui peut jouer centre, Berchi, Vermine peuvent jouer centre. Et moi, j'ai quand même l'impression, Praplan même, à la limite, peut jouer centre. À la limite, ouais. Et j'ai l'impression que ces joueurs-là que je viens de citer amènent offensivement plus que ce que n'apporte un Samuel Valzer, et t'es pas dans une réflexion, dans une logique de dire ma quatrième ligne, comme on parlait avant de Berton, Antonietti, où ils doivent un peu contenir les autres. Là, tu dois avoir un peu de production offensive de tes 4 lignes. Alors Valzer fait une belle saison avec Fribourg, mais tout à fait. Mais par rapport aux autres, je pense qu'il est un poil en dessous, et si je devais en enlever un, j'enlèverais peut-être Samuel Valzer. Bah, tu vois, Valzer, c'est 2016, hein, quand on était à Moscou. Oui. Donc, il a ce championnat du monde-là, il avait joué. Mais depuis, effectivement, Hischier est sorti du bois, on va dire. On a Kourachev qui est sorti aussi. Moi, le seul truc qui m'embête finalement, mais je sais pas si c'est, on va dire, intéressant ou intelligent comme réflexion, c'est de me dire on manquerait de taille. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Parce que Valzer, avec son 1m90, en fait, c'est le seul attaquant de cette sélection qui fait 1m90. Et on enlèverait Valzer et Herzog. T'enlèves les deux plus grands. Hein. On enlève les deux plus grands, il nous reste Dario Simeone. Dario Simeone, il n'a jamais joué au niveau international. Oui, il fait une super saison, mais on en revient toujours à la même chose. Tu n'as jamais joué un match avec l'équipe de Suisse, tu débarques au championnat du monde, là où le niveau est le plus élevé. J'ai de la peine à me dire que tu peux le poser comme ça, puis te dire, ouais, il va produire la même chose. Il faut vraiment que les gens se rendent compte, je sais que je répète tout le temps l'histoire de Shane Simpson, mais j'estime qu'il en connaît tellement mieux que nous, en disant, mais mon gars, c'est pas du tout la même chose. Et il parlait d'un tournoi à Stavanger contre la Norvège et contre, je vais dire, la Slovaquie et la Biélorussie, c'était un peu ces équipes-là. On parle pas du Canada, de la Tchéquie et tout. Ouais, non, c'est pas pareil. Et moi, j'ai quand même un tout petit point d'interrogation autour de Noah Rod. Pas que sa place n'est pas méritée, absolument pas. Je pense qu'elle est complètement méritée. Est-il à 100% en santé? Est-ce que son épaule, je crois, est OK pour encaisser encore un championnat du monde derrière? Visiblement, oui, vu qu'il est dans l'équipe. Mais c'est, on va dire, fragile. Mais on parlait de gabarit. Alors lui aussi, c'est pas une question de gabarit, disons. Mais par contre, physiquement, il amène quelque chose. Et on se rappelle de toujours la paire Chervet-Rod en box-play qui est insupportable. Et donc, j'espère vraiment que l'épaule tient. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois vraiment. Enfin, bref, j'espère que le corps, le body injury, ni upper ni lower, mais bref, j'espère que le pépin qu'il a eu en début de playoff tient pour qu'il soit présent à Riga. Parce que, Ambul, moi, ça me fascine toujours de me dire qu'il est là, mais il a prouvé en plus cette saison, lui aussi un peu en box-play. Enfin, tu peux le faire jouer partout. Si tu lui dis, écoute, tu vas en tribune, c'est tellement le gars idéal à avoir dans une équipe. J'ai l'impression qu'en plus, à 28, tu te poses encore moins la question. Déjà qu'à 25, tu te la poses quasi pas. Alors à 28, il fait partie de ces 3 gars que tu gardes. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Herzog, honnêtement, en plus, j'ai pas aimé ce que j'ai vu de cette saison et du coup qu'il a fait, qui lui a valu ces 11 000 francs d'amende. Et je sais pas, franchement, ce qu'il peut apporter de plus. Lui, il a fait le championnat du monde en 2017.
Mais la question, est-ce que tu aurais pris un Dennis Malgin s'il était disponible? Oui, je pense quand même, parce que malgré les problèmes de comportement qu'il y a eu par le passé, est-ce qu'il ne s'est pas racheté une conduite durant cette saison à Lausanne où il n'a pas fait de vagues, il a fait son job, Alors on en a suffisamment parlé, c'est pas le bout en train de l'équipe, c'est pas le team player peut-être, mais j'en sais rien en plus, parce qu'il a le droit d'être timide, de pas être à taper dans le dos à tous ses copains dans le vestiaire. Donc oui, moi je lui donnerais une seconde chance parce que Fischer l'a dit lui-même que c'était un cycle et qu'à la fin du cycle qui menait jusqu'au championnat du monde en Suisse, qui n'a pas eu lieu certes, mais voilà, tout le monde repartait à zéro à ses yeux. Donc oui, je pense que Dennis Malgin, tu peux le prendre. Et sur ce qu'il a montré à Lausanne, la Suisse pourra jamais se dire on a trop de talent pour se permettre de se passer d'un Dennis Malgin, j'ai l'impression. Et donc oui, je pense que moi je l'aurais pris. Ok, non, je réfléchis parce que tu dis trop de talent, d'accord. Mais comme s'il n'y a pas Ishier et tout, je me dis Ishier, t'as ton centre numéro 1, Corvi, il n'est pas dénué de talent. Non. Et puis après, tu viens sur une ligne où il faut un peu de travail défensif aussi. C'est pour ça que je trouve que Kourachev est intéressant, qu'un Pius Souter aurait pu être aussi intéressant. Et est-ce que finalement Malgin n'est pas victime, on n'aurait pas été victime de la présence de Nico Ishier? C'est un peu ce que... Je suis d'accord, après, tu peux voir les choses différemment. Alors oui, Ishier est le centre numéro 1, certes, mais c'est un centre qui est solide défensivement. Oui. Corvi, c'est un centre qui est solide défensivement. Et est-ce que peut-être tu fais une première ligne avec un Dennis Malgin au centre? Parce que finalement, le numéro de la ligne, il n'est pas très important dans... C'est pour faire comment dire, le graphique sur Instagram que l'équipe va publier et quelle est la ligne numéro 1, 2, 3 ou 4. Mais dans les faits, c'est une question de match-up et contre qui pourrait peut-être matcher une ligne à fort potentiel offensif avec Dennis Malgin au centre et peut-être du coup les autres avec Ishier et Corvi jouer contre des lignes plus fortes offensivement adverses et les contenir. Moi, je pourrais tout à fait l'imaginer, en tout cas. Et bon, en plus, il est droitier, oui. Ce qui ne gâche rien, parce qu'il y a plus de gauchers que de droitiers dans cette équipe, et ceux qu'on a enlevés en plus, ou qu'on aurait tendance à enlever, c'est tous des droitiers. Donc, tous des gauchers, pardon. Tous des gauchers, donc, non, et je me réjouis de voir aussi quand même les NHLers, Ishier qui n'a pas connu une saison vierge de blessures. Du coup, est-ce qu'il va être assez frais? Normalement, son corps, voilà, il devrait être pas mal. Timo Meyer, qui n'a pas une saison fantastique à San José, c'est clair. Et puis Kourachev, qui par contre, alors lui, m'avait surpris, et je le répète encore, je ne pensais pas qu'il ferait l'équipe à Chicago. Finalement, il a fait quasiment l'entier de la saison là. Dommage qu'on n'ait pas Pius Souter, c'est clair. Mais parce que... Il ne vient pas parce qu'il va renégocier son contrat. C'est ça. Il n'a pas de contrat et c'est complètement logique. Ça, maintenant, je pense qu'on l'a intégré, en fait. C'est un truc, des fois, on ne comprenait pas. Puis j'ai l'impression que c'était un peu tu sais, on n'allait pas le dire. Puis on ne comprenait pas. On disait, mais pourquoi machin, il n'est pas venu? Puis que maintenant, on a intégré le fait que, est-ce que celui-là, il a un contrat? On peut déjà dire, il va se faire éliminer. Dejan Kukan, je crois que c'est un peu la même chose. Si je dis pas de bêtises. Et lui aussi, il était un petit peu problématique aux yeux de Patrick Fischer. Est-ce que Dean Kukan... Mais lui, il a encore un contrat. C'est possible. Il avait signé 3 ans, si je ne me trompe pas, la saison passée. Mais je crois qu'il a dit qu'il ne voulait pas venir, même s'il il était potentiellement sélectionné. Parce qu'avec Columbus, en tout cas, ils ne sont pas en play-off, donc il y aurait eu aucun problème. Il a encore une année de contrat. Ouais. Il a un contrat jusqu'en 2021-2022, Dean Kukan. Et tu dis Dean, j'ai dit Dean, je ne sais jamais comment on doit le dire. Donc, je pense qu'on va dire Dean. Voilà, on va dire Dean. Donc on a fait le tour, c'est très bien. Bah oui, écoute, premier match de l'équipe de Suisse. 22. Les Tchèques. Donc voilà, d'ici là, on va essayer de faire des épisodes de Colfax pour l'envers du décor. On ne sera pas présent sur place pour la première fois depuis la création de Colfax. Pour la pas très simple et par contre bonne raison qu'aucune interview n'est possible sur site avec les gens, ce qui est quand même un petit peu la raison de faire du journalisme et d'être présent, c'est de parler aux gens et de pas juste de voir des matchs. On aurait accès aux patinoires d'entraînement, mais on n'aurait pas accès aux gens. On aurait accès aux patinoires pour les matchs, mais pas accès aux interviews après match. Il n'y aura pas de zone mixte d'ailleurs. Il n'y aura pas de zone mixte. Il y aura des conférences, des visioconférences d'interviews auxquelles on peut participer depuis la Suisse. Je suis un ayatollah du reportage et de la présence journaliste sur le terrain, parce que je pense que c'est là qu'on fait notre métier le mieux possible et du mieux. Cette saison, voilà, vu qu'on ne peut pas aller parler aux gens, pas faire un peu de off, de voir des choses, etc.,
discuter un peu, ça n'a aucun intérêt d'être sur place, donc on reste en Suisse. On espère que l'année prochaine en Finlande, par contre, on sera sur place, mais on va quand même essayer de faire vivre ce championnat du monde un peu particulier depuis la Suisse. Mais voilà, après une semaine de pause, on est revenu aux bonnes vieilles habitudes. Fin de l'épisode 37 de la saison 3 de Hockey Manager. Vraiment que je me calme avec ce jeu. De Colfax. D'ici le championnat du monde et le prochain épisode, n'hésitez pas à interagir avec nous. Désolé d'avoir été un tout petit peu absent durant une semaine, mais là c'est un scandale, je sais. Je prends l'entier de la responsabilité de ce blanc d'une semaine. Et voilà, interagissez avec nous, écoutez-nous, Spotify. On est aussi sur YouTube si ça vous intéresse, SoundCloud, etc. Et puis prenez soin de vous et préparez bien un championnat du monde. À bientôt, bon week-end.